Donc, je suis Jean-Pierre Capel, j'ai 55 ans, je suis conseiller en protection financière. Je vis en concubinage et j'ai 3 enfants et je me suis relevé. Ah, waouh, tu t'es relevé. T'as bien appris tes leçons quand même, hein? Pas trop le choix. Dis-moi pourquoi tu voulais être présent aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Parce que tu me l'as demandé, non je plaisante. Se relever, c'est à un moment donné de sa vie faire un constat qu'on est tombé. Et pour expliquer ce que c'est pour moi se relever, je vais juste lire ça, après on discutera tous les deux, mais t'expliquer ce que c'est tomber. À quoi tient la vie? À quelle personne? En quelles occasions? Pour quelles histoires? Pour combien de temps? La mienne a connu beaucoup de périodes difficiles, de divorces mal assumés en rencontres mal assurées, de choix plus ou moins réfléchis en décisions mal prises, de besoins de reconnaissance en envie de m'élever socialement, d'oubli des autres en abandon de moi, de ma jeunesse gâchée en l'avenir perdu. Très humblement, je pense que j'avais tout pour réussir, pour grimper quelques barreaux de l'échelle sociale et pouvoir m'y poser sereinement, pas tout en haut, non, mais à une bonne hauteur quand même, et ainsi m'offrir une vie sympa. J'ai toujours été volontaire, combatif, avec une envie de réussir, pour montrer qui je suis, pour démontrer que je ne suis pas celui que l'on décrit, que l'on brime, que l'on bride. Mais les relations conflictuelles avec mon père, le manque de protection de ma mère, les préférences vers mes 2 frères, ma position de second dans la fratrie, mon caractère rebelle, ma personnalité affirmée, mon rejet de l'injustice et mon dégoût pour les différences, les coups reçus et les brimades endurées, mon enfance difficile, mon premier divorce et le second, l'éloignement d'avec mon premier fils, mon remariage trop rapide, le surendettement Banque de France, la liquidation de ma société de production, l'expulsion locative, et tout ce dont je ne me rappelle pas, m'ont poussé dans cette vie comme on avance, sans phare dans la nuit. Malgré tout, j'ai quand même rencontré quelques lueurs qui m'ont guidé, et de vrais bonheurs qui m'ont accompagné. Mes lueurs sont peu nombreuses, mais elles m'ont aidé à rester debout, à rester vivant, car elles croient en moi, elles-mêmes comme je suis, pour celui que je suis, sans vouloir me changer, et elles sont toujours à mes côtés. Ma merveilleuse Annie-France, compagne de ma seconde vie, Latibus, présent depuis toujours, Alex, mon frère de cœur, Charles, mon exemple disparu, Sophie, la sœur que je n'ai pas, Cécile, ma meilleure amie, plus quelques autres qui se reconnaîtront ou qui s'inviteront. Mes bonheurs sont au nombre de 3, Pierre, Paul et Emma, mes 3 enfants. Mes 3 étoiles à qui j'ai toujours donné le meilleur de moi-même, transmis mes valeurs, à qui j'ai offert ma vie et celui que je suis sans faillir. En ayant une seule idée en tête, sublimer notre relation père-enfant pour que tous les 3, ils aient toujours plaisir à voir leur père, à discuter avec lui, à lui demander conseil, même lorsque je serai devenu un très très vieux monsieur. J'ai réussi sur ce plan car encore aujourd'hui mes enfants se revendiquent de moi et nos relations sont absolument fusionnelles. Je suis très fier de cette réussite et elle me permet d'oublier tout le reste, tous mes ratés, toutes les portes que j'ai prises dans la gueule, tous les combats que j'ai menés, toutes les souffrances que j'ai supportées, tous les mauvais chemins que j'ai empruntés, tout ce qui dans ma vie fut raté. Et comme une grande partie de ma vie ne fut que souffrance, après les 50 ans, alors que le temps semblait s'écouler sur un chemin un peu plus apaisé, dans une direction plus rectiligne où chacun avait enfin trouvé sa place, le pire est arrivé. À quoi tient ma vie? À quelle personne? En quelles occasions? Pour quelles histoires? Pour combien de temps? Et surtout, pour quelle fin? Tomber pour moi, tomber très bas, tomber aussi bas que personne ne peut tomber, ça a été le 13 mai 2020, le décès de mon fils Paul. Un décès brutal, un décès inexpliqué, un décès qui me marque tous les jours, un décès qui me brutalise tous les jours. Un décès qui m'a fait tomber bas dans plein de choses, ce qui est émotionnel, ce qui est affectif, et aussi qui m'a fait tomber dans un questionnement sur la vie. Putain, comment ça peut arriver? Se retrouver, me retrouver, mais aussi la maman de Paul, ses amis, sa sœur Emma, son frère Pierre, mes proches, se retrouver dans un tourbillon qui est impossible, pour lequel on n'est pas armé, face auquel on ne sait pas quoi faire. Et la seule solution pour affronter cette chute, ça a été de me relever. Wow.
Je te remercie pour... je me rappellerai comme si c'était hier, finalement, du moment où on s'est appelé. Et je crois qu'on est resté plusieurs heures au téléphone. Ouais. Et avant de revenir sur cet événement très tragique qui a transformé ta vie à jamais, ce que je te propose, c'est qu'on parle des autres combats que tu as eus. Mes combats, ça a été d'abord un peu comme tout le monde, de tenter de m'élever socialement, me dire je n'ai pas été bien brillant à l'école, j'ai pas fait grand chose, et m'autoriser à me faire une vie professionnelle, une vraie vie professionnelle. Ça a été mes premiers combats. J'ai été vendeur de bagnoles, j'ai travaillé dans la production, j'ai fondé des sociétés, j'ai travaillé dans un groupe, j'ai essayé de me construire professionnellement, mais je pense très honnêtement aujourd'hui à 55 ans, que je n'avais pas le bagage pour réussir. C'est pas une façon de me faire plaindre, c'est un constat. Aujourd'hui, un jeune qui veut se faire une grosse carrière professionnelle, il faut qu'il bosse à l'école, il faut qu'il ait des diplômes, il faut qu'il ait une expérience. Moi, j'avais pas tout ça. Et je me suis fait un petit peu tout seul, avec des rencontres, avec des prises de connaissances, et puis j'ai tenté de monter un peu cette fameuse échelle sociale. Mais dans la vie, quand on a des rencontres, souvent, il y en a des mauvaises. Et moi, j'ai, dans ma carrière professionnelle, fait des mauvaises rencontres. Et ma première chute, elle a été professionnelle. Ma société de production qui a été liquidée, avant d'autres échecs, où la première société dans laquelle j'étais a été liquidée également. Il y a eu un redressement judiciaire, confrontation avec un tribunal. Donc là aussi, une espèce de mécanique pour laquelle je n'étais pas préparé, pour laquelle je n'avais pas les armes, et qui quelque part m'a broyé. Et cette mécanique me broyant professionnellement, elle m'a aussi broyé personnellement. Quand le salaire, le revenu est conséquent, qu'on habite dans le 15e arrondissement, que ces choses-là vont bien, les enfants naissent, ils commencent à grandir, et que peu à peu, la sécurité ou la sûreté financière diminue, ben là on tombe. Et cette chute professionnelle, elle entraîne la liquidation de ma société de production, le surendettement de Banque de France, l'expulsion locative, et j'ai plus rien. Et quel était justement ton état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit, là c'est la fin? Non, parce que c'est jamais la fin. Alors, aujourd'hui, j'ai malheureusement l'expérience du décès de Paul qui me fait dire que c'est jamais la fin. Mais ça peut pas être la fin. Ça peut pas être la fin parce que j'avais pas envie que ça soit la fin, pour moi. Pour mes enfants, bien entendu, et puis pour mon épouse, à l'époque, la maman de Paul et d'Emma. Donc, il faut se prendre en main. Et bien, quand j'avais plus de revenus et que j'avais plus de salaire, j'avais plus rien, je suis allé travailler pendant 3 ans, les vendredis et les samedis, dans le resto, la brasserie d'un copain. Il me payait en espèces, et ben, je rentrais, je gardais un peu de sous pour moi pour le donner à mes enfants, qu'ils aient un peu d'argent de poche, et le reste, je le donnais à mon épouse pour qu'elle fasse les courses, pour que je continue. Mais j'avais mis le doigt dans un engrenage qui m'a broyé. Qui m'a broyé parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce que l'on veut. S'il n'y a pas d'assurance financière dans le foyer, c'est le bordel. Et on chute, et on tombe. Mais de cette chute, je me suis relevé. Fin 2016, le réseau AXA Prévoyance et Patrimoine est venu me chercher sur mon CV. Et le jour où je rentrais dans un entretien d'embauche, ma fille m'a appelé. Et l'expulsion est arrivée. Mais encore une fois, il y a 2 façons, mais c'est comme tout dans la vie, il y a 2 façons de voir les choses. Ou c'est dramatique, c'est négatif, ou alors, oui, c'est compliqué, c'est dur, j'aurais préféré, bien entendu, jamais être expulsé, que ma société de production tourne, j'aurais préféré, bien entendu, que mon fils Paul soit toujours là, mais que faire? J'ai fait un constat. Je suis tombé plusieurs fois, et j'ai toujours tenté de me relever. Et quelque part, aujourd'hui, quand je vois où j'en suis, quand je vois les relations avec mes enfants, quand je vois les relations avec mes proches, les relations avec ma compagne, j'ai bien fait. La vie, elle a un sens, on se relève de tout quand on a envie de se relever. Quand on se dit, non, j'ai pas assez de dégoût de moi, de honte ou de haine envers moi pour me dire, je vais me laisser aller, mais non. Quelle image je renverrai à mes enfants? Quelle image je renverrai à ma compagne? Quelle image je renverrai à mes amis? Quelle image je renverrai à Paul? Et dans cette opportunité que tu as eue, si je reviens
à ce que tu disais avec AXA, c'était un peu le fruit du hasard finalement. Bon, il y avait le CV, mais c'est aussi une belle opportunité que tu as eue pile au moment où ça aurait pu être encore pire. Encore une fois, ce qui compte, c'est ce que tu fais de l'opportunité. Le réseau AXA m'appelle le jour de mon anniversaire. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le jour de mon anniversaire, boum. Le 16 novembre, alors que le 21 octobre, on était expulsés. Et j'ai saisi cette opportunité. Ça a été très compliqué. Je suis allé en formation sur le campus AXA. Moi, je ne sais pas compter jusqu'à 12. Hein. Et je suis rentré dans une formation qui est niveau grandes écoles. Mais à quoi ça a servi, ça? Ça m'a servi à rencontrer des gens que je ne connaissais pas, qui n'avaient aucun a priori sur moi, aucune antériorité sur ma vie, et qui m'ont pris comme je suis. Et dans ce que j'ai lu tout à l'heure, je parle d'Alex, mon frère de cœur. J'ai rencontré Alex pendant cette formation. Je suis le parrain de sa fille aujourd'hui. Tout est dit. Ma compagne, Annie-France, c'est pareil. Pendant toute cette période-là, elle m'a soutenu, elle m'a aidé, elle m'a porté. Tout est dit. Paul, pendant toute cette période-là, on a été ensemble, matin, midi et soir. Emma, pareil. Pierre, pareil. Ces gens-là, qui même, ma fille m'a sauvé une fois en formation. Papa, tu lâches pas, t'abandonnes pas. Paul, c'est pareil. La chute a été dure pour eux aussi. Ces enfants se sont relevés de ça. Aujourd'hui, ils s'en servent. Même Emma, aujourd'hui, se relève du décès de son frère. La question, elle est de se dire, mais oui, tout le monde tombe dans la vie. Un mec qui ne tombe pas dans la vie, ça n'existe pas. Soyons capables de nous relever parce que on se relève quand on prend conscience que ce qui s'est passé, d'abord on l'accepte. Je n'accepte pas que mon fils soit décédé. Je ne l'accepterai jamais. Mais je suis contraint d'accepter que ça se soit passé. Je ne peux pas être dans ce déni-là. Je ne peux pas dire, non, Paul va revenir, il va taper à la porte. Non. Donc, tomber, c'est accepter. Et accepter permet de se relever. Mais si on a envie, je pourrais picoler, me droguer, faire n'importe quoi. Mais non. Non pour moi, non pour mes enfants, non pour ma compagne, non pour mes amis, non pour Paul. C'est pas concevable. C'est pas concevable. Donc, ben ouais, se relever, c'est compliqué, c'est difficile. Le matin, quand je me réveille, des moments, je me dis merde, est-ce que ça vaut le coup tout ça? Il suffit juste que je pense à mes enfants, qu'Emma m'envoie un mot, que Pierre me téléphone, que je pense à mon Paul, que ma compagne me raconte une connerie, me fasse rigoler, que je vois les relations que j'ai avec les gens avec qui je travaille, les relations que j'ai avec mes amis, je me dis ouais, ça vaut le coup. Se relever, c'est prendre conscience que rien cogne plus fort que la vie. Rien. Ce qui compte, c'est pas de se faire cogner, c'est d'encaisser, peut-être poser un genou à terre et repartir. Et justement, je me permets de t'interrompre, tu as encaissé beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que ce premier échec professionnel t'a aidé, j'aime pas dire ça, et tu le sais, on a déjà discuté autour de ça, mais t'a aidé dans cette épreuve avec le décès de ton fils? Je sais pas, en tous les cas, je sais que les échecs, les différents échecs que j'ai dans ma vie et les chutes que j'ai rencontrées m'ont forgé. On fait de moi, alors même si je pense que j'ai toujours été très volontaire, très dur et très combatif, mais forcément ça a exacerbé mon côté combatif, le fait que je lâche pas. J'ai eu, alors un peu moins maintenant, mais les 2 premières années du décès de Paul, les gens me dire, mais puis ça sert à rien quoi, je vais laisser tomber, mais non. Au bout d'un moment, tu te reprends. Tu vois, moi je me suis retrouvé à des moments seul au cimetière devant la tombe de mon fils, me dire, mais putain, qu'est-ce que je fais là? C'est tellement irrationnel, me dire je vais tout abandonner. Et puis le temps de se remettre un peu les idées en place, le temps d'arrêter de pleurer, tu te dis non, je ne peux pas abandonner. La vie, elle t'oblige à ça. De toute façon, je pense que les gens qui ont le plus de caractère, qu'ils sont les plus endurants, les plus costauds, sont les gens qui ont rencontré des difficultés. Un chef d'entreprise qui n'a jamais rencontré la moindre difficulté, il ne sait pas ce que c'est, quelque part, la dureté de l'entreprise. Alors, il ne faut pas arriver à l'extrémité du décès d'un enfant, bien entendu, mais dans un couple, dans une famille, s'il n'y a pas de difficulté, entre amis, c'est pareil. Si à un moment donné, il n'y a pas de difficulté, on ne peut pas tester l'amour qu'on a l'un pour l'autre. On ne peut pas tester l'amitié qu'on a pour son pote quand on ne s'est pas engueulé une fois avec lui. Qu'est-ce qui fait qu'on vit en couple? C'est pas les bisounours, c'est parce que de temps en temps, putain, ça coince.
Ouais. Ça gueule, ça râle, elle me fait chier, il m'emmerde. Et puis quand on se retrouve chacun de son côté, si tant est que les deux veulent réfléchir, hein, on se dit merde, non. Et on recolle. Et on teste ça. Et moi, je me suis rendu compte que mon état d'esprit, la force que j'ai, le courage que j'ai, la détermination que j'ai, m'a amené aujourd'hui à me dire je suis celui que je suis comme je suis, tous les gens qui sont autour de moi, même comme ça, le reste, je m'en fous. La nuit où mon frère Alain est venu me chercher, la nuit du décès de Paul, c'était une nuit de débile. Et donc, je suis dans la voiture de mon frère, il me dit, il m'appelle Sabine, putain, tu penses à 15 000 trucs, sauf à ça, bien entendu. Et entre deux cris de larmes, elle m'a dit que Paul était décédé. Putain, tu sais, tu regardes le téléphone et tu sais cette connerie-là. Mon frère va te la voiture, il me dit, Pierrot, ton fils est mort. Et qu'est-ce que tu as justement, je sais que ça peut être difficile, mais qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là? À ce moment précis, je n'en sais rien. C'est le trou noir le plus complet. Il y a juste une chose que je sais. J'ai rappelé Sabine, et elle m'a redit le même truc, tu sais. Et là, mon frère arrête une deuxième fois la voiture et me dit, Pierrot, Paul est décédé. Je te dis, putain. Tu sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, de quoi, comment, pourquoi, à quelle heure, quand, tu sais rien. Et ce moment-là, la voiture est repartie, de ce moment-là, j'ai su exactement ce que je devais faire. Je suis incapable de l'expliquer. Incapable. J'ai su, pile poil à ce moment-là, ce que je devais faire, qui j'étais, ce que je devais faire, comment je devais me comporter. Et j'ai su à ce moment-là précisément que jamais j'abandonnerai mon fils. Jamais. Que je n'abandonnerai jamais ni Emma ni Pierre. Que je n'abandonnerai jamais les gens que j'aime et qui sont avec moi. Je ne sais pas l'expliquer. Je ne me rappelle pas, j'habite à Noisy-le-Sec, la route entre Noisy-le-Sec et le 15e. Je suis incapable de te dire le temps que ça a duré. Mais on entend beaucoup de trucs en ce moment, là, avec la réforme des retraites, les gens qui font grève, les machins, je ne vais pas faire de politique, mais je crois qu'à un moment donné dans la vie, au lieu de couiner, de se plaindre tout le temps et de dire c'est la faute de l'autre, parce que l'autre fait toujours de la merde à l'autre. Moi j'ai tout fait bien, mais les autres font mal. Non. Il y a des trucs où j'ai déconné, consciemment. Il y a des trucs que j'ai fait dans ma vie professionnelle, je savais très bien que je marchais à côté du pont. Mais c'est la vie qui est comme ça. Dans la vie personnelle aussi, il y a des choses qu'on fait mal. Il faut être capable de se regarder un moment dans une glace, de se dire hey, c'est ta faute, vieux. Donc, ou tu répares, ou tu répares pas. Donc, quand tu te casses la gueule parce qu'on t'a fait tomber ou parce que tu t'es fait tomber, ou tu te relèves ou tu te relèves pas. Et je pense que beaucoup de gens devraient se dire, au moment donné, bon, là, ça déconne. Je fais ce qu'il faut pour que ça déconne plus. Ça veut dire, je prends des décisions pour que ça déconne plus. Oui, mais comment tu fais, si on revient au décès de Paul, quand c'est la vie qui te donne un coup? Là, c'est pas toi, c'est pas les conséquences de tes actes, c'est pas quelqu'un. Là, c'est vraiment la vie qui t'a mis un gros coup. Ouais, je l'encaisse. Je finirai ma vie à me demander pourquoi mon fils est décédé. Mais d'un autre côté, la seule chose qui me fait tenir, c'est d'emmener mon fils partout. Partout avec moi. J'ai écrit un manuscrit de 300 pages depuis le décès de Paul, et ce que j'ai lu tout à l'heure, on est la préface. Paul est partout avec moi. Et la vérité, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Se relever, c'est être tombé. Être tombé, c'est accepter qu'un événement vient de se produire. Je ne peux pas aujourd'hui dire non, Paul n'est pas décédé. Oui, Paul est décédé, oui. Je ne l'accepte pas, jamais. C'est irrationnel, c'est irréel. C'est d'une douleur au quotidien, tout le temps, qui est impossible à mesurer. Mais que veux-tu que j'en fasse? Et c'est ça, se relever en fin de compte. Au bout d'un moment, c'est se dire, il m'est arrivé ça. Bien sûr, j'aurais préféré que ça ne m'arrive pas. Bien sûr que je voudrais que Paul soit là. Matin, midi et soir, Paul, c'était 20 coups de téléphone par jour. C'était à 11h, il m'appelait, papa, je viens, on Vélib, on va bouffer tous les deux. C'était des conneries incroyables qu'on a fait dans ces bureaux-là. C'était une complicité, mais fantastique. Je suis allé à Milan en 2019. Je lui ai fait visiter le musée du Milan AC, son club de foot préféré, en visio, au téléphone. Voilà, à Turin, j'étais à Turin avec ma compagne et Paul, qui a été 2 fois à Turin, il faisait de l'histoire de l'art.
Paul, où faut que j'aille? Tu vas dans telle rue, tu fais ça. Putain, j'ai visité Turin avec le guide touristique le plus génial du monde, mon fils. Il y a tout, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai perdu ça. Qu'est-ce que j'en fais? Et est-ce que tu parlais du pourquoi tout à l'heure? Est-ce que tu poses encore la question du pourquoi? Je sais qu'on en a parlé, la douleur est toujours là, et tu m'as dit, c'est un peu des conneries de dire que la douleur s'estompe avec le temps. C'est du faux. On vit avec et puis c'est tout, mais est-ce que tu poses encore la question du pourquoi? Alors, le pourquoi, il y a deux façons de le voir. Ou tu as un pourquoi cartésien. Eh bien, Paul avait ça, il est mort comme ça, 1 + 1, ça fait 2. Où il n'y a pas de pourquoi. Et moi, je vais être très honnête, aujourd'hui, c'est plus facile pour moi qu'il n'y ait pas de pourquoi. L'autopsie, les examens toxicologiques, les examens sérologiques sont négatifs. Paul, il a régurgité, paf, au revoir, merci, 4 secondes. Imagine qu'on dise à M. Capel, qu'on dise à sa mère, putain, vous l'auriez emmené chez le médecin 3 semaines plus tôt, vous l'auriez sauvé. Imagine que quelqu'un, il croise quelqu'un dans la rue, il se bagarre, Paul tombe, boum. Imagine que ça soit un chauffeur en voiture qui le tue. Imagine que mon fils se suicide. Il n'y a pas de pourquoi. Alors c'est pas plus facile, c'est moins difficile. J'en veux à personne, j'en veux à la vie. Mais qu'est-ce que tu veux? Je me battre contre la vie, moi. Je suis qui? Donc, la chute, je reviens là-dessus, puisque se relever, c'est d'abord tomber, c'est accepter. Mais d'un autre côté, ça m'a fait prendre conscience que nous sommes certainement beaucoup plus grands que l'amas d'atomes. Quand Sabine a été enceinte, donc sa grossesse s'est mal passée, sa première grossesse, elle a été suivie par un médecin, elle était très malade, elle a développé une maladie très très rare, et elle a fait une interruption médicale de grossesse, et elle a été soignée par chimiothérapie, il fallait enlever tout ça. Et le médecin lui a dit, madame, vous n'aurez plus jamais d'enfant. Paul est arrivé 1 an après. Paul ne devait pas naître. Paul ne devait pas mourir. Quelle est la dimension de cet enfant? Le pourquoi, je ne sais pas. Mais est-ce qu'en fin de compte, le pourquoi, il n'est pas de se dire, Paul, c'est quelqu'un qui est passé, qui a fait ce qu'il devait faire, rendre son père, sa mère, son frère, sa soeur, ses potes heureux. Et puis, quand il a regardé autour de lui, là, cet ange de 1,97 m, il s'est dit, je peux m'en aller. Tout est au carré. Les chiffres. Paul habitait au 12. Son chiffre préféré, c'est le 12. Le dernier jour de sa vie, c'est le 12. Il est mort à 21 ans au 12, en miroir. J'en ai plein des exemples comme ça, que j'ai écrits dans ce fameux manuscrit. Pourquoi, on ne sait pas. Et encore une fois, à nous d'en faire, enfin moi, d'en faire quelque chose. Le décès d'un enfant te fait aussi prendre conscience qu'il faut accepter que chacun soit différent. La maman de Paul, Emma, Pierre, plus ses proches, moi, nous réagissons face à cet événement de manière très différente, très opposée même. Il faut l'accepter. Comment tes enfants, justement, ont réagi au décès de ton fils? Je n'ose imaginer le degré de courage, de force dont Emma a dû faire preuve cette nuit-là, et le niveau de force et de courage qu'elle a depuis pour supporter ça. Alors, tous les papas ont la fille la plus merveilleuse du monde. Oui. Le seul pour qui c'est vrai, c'est moi. Emma est un exemple. C'est une lumière. Elle est solaire. Oui. Elle est forte, elle est courageuse, elle est chiante aussi des fois. Comme tous les enfants. Voilà, mais non, Emma subit le décès de son frère, vit avec cette douleur, avec ce manque, avec ce vide. Dernièrement, elle a eu le résultat de ses partiels, et la première chose
qui l'a marqué de se dire merde, je peux pas en parler à Paul. Et je peux pas surtout entendre les conneries qu'il va me dire. Je dis à sa sœur, ouais, c'est grâce à moi, gna gna gna. Non. Ça. Et la réaction de Pierre, il m'a. Là aussi, il y a des choses qu'on n'explique pas dans la vie. Une première chute dans ma vie, c'est que Pierre parte. Sa mère s'en va à l'autre bout de la France, on divorce, c'est compliqué, et elle m'enlève mon fils. Et là aussi, se relever de ça, c'est quoi? C'est construire, avec mes armes, avec le temps, une relation fusionnelle avec Pierre. Pierre a pris un coup terrible. Il a pris un coup incroyablement fort. Il a subi un choc incroyablement violent. Et il a perdu un alter ego. Un jour, Pierre me dit, on parlait des héros de Toy Story ou des Buzz. Alors Buzz le cow-boy le grand, et puis Woody le cow-boy le grand et Buzz l'éclair le petit trapu. Et comme c'est le gabarit de Pierre et de Paul, je me disais, ben, pour moi, le grand c'est Paul et le petit c'est Pierre. Et Pierre me dit non papa, non. Paul c'est Buzz. Ben, je dis mais pourquoi? Il me dit parce que quand il est arrivé dans ma vie, tout a été dit. Et Pierre a subi ce choc d'une violence terrible. Là aussi, ces deux demi-frères, ils étaient tout le temps ensemble, avec les mêmes, très proches. Ils aimaient les mêmes choses, ils partageaient les mêmes plaisirs, les jeux vidéo, le sport, le cinéma. Enfin, il y avait une émulsion entre deux qui était incroyable. On avait nos codes à nous, vraiment des conneries qu'on fait entre potes, et moi je les faisais avec mes deux garçons, faire des choses formidables. Et Pierre a su, grâce à son amie actuelle Salomé, qui est elle aussi une lumière absolue, se reconstruire. Encore une fois, Pierre est tombé, il s'est relevé. Alors à des moments c'est compliqué, les appuis ne sont pas solides, un peu comme moi, un peu comme Emma, un peu pour aussi la maman, Sabine, la maman de Paul. Et toi, comment tu t'es... quelle solution tu as trouvé pour te reconstruire, pour être en tout cas dans cette démarche de reconstruction? On a parlé du manuscrit tout à l'heure, j'en sais quelque chose. Alors, mon manuscrit a été une façon thérapeutique de vider un petit peu la colère, la rage, qui m'a animé, qui continue de m'animer, même si elle s'exprime différemment. Ça a été aussi une façon de coucher les souvenirs des 21 ans de la vie de mon fils. On a fait ça, on a été là, on a fait ça. Toutes ces choses qui, avec le temps, qu'on oublie. Donc il y a eu ça. Il y a eu aussi le fait d'être déterminé à ne pas décevoir Paul. Je ne veux pas montrer une autre image à mon fils que celle qu'il aimait. Que le jour où je le rejoindrai là-haut, il ne me dise pas, dis donc, t'as déconné là. Et puis, à un moment donné, peur de tomber, mais là, psychologiquement, émotionnellement, j'ai rencontré une praticienne psychocorporelle qui s'appelle Séverine. Je ne suis pas allé voir un psy, je n'ai pas suivi de thérapie. J'avais l'impression que, pas que j'allais perdre mon temps, mais ça allait me gonfler. Bon. Et cette praticienne psychocorporelle, elle m'a fait travailler sur moi pour que des actes physiques résonnent dans ma tête pour couper certaines choses. La première, avec des objectifs que je fixe moi. Le premier objectif, ça a été, je vis du mieux possible avec Paul Labillet. Le deuxième objectif, ça a été, je sors Paul de mes rendez-vous professionnels. J'ai été 18 mois après le décès de Paul sans travailler. Je gérais le quotidien, mais j'en avais rien à foutre. Je ne voyais pas l'intérêt de travailler. Et Séverine, cette praticienne psychocorporelle, m'a aidé à sortir Paul de mes rendez-vous. Aujourd'hui, je suis en rendez-vous, donc je traite de sujets comme la maladie, le décès, et je dis à mes clients, voilà, madame, monsieur, hier soir vous êtes décédé, comment financièrement ça se passe? Oh, que je m'en fous, moi je vais mourir en bonne santé. Je suis capable de dire à mon client, comme mon fils. Mon fils a 21 ans, il est mort en bonne santé. Ça ne m'impacte plus dans le rendez-vous. Et cette praticienne m'a permis de tenir debout comme
cimenter un peu ma personne pour que je me casse pas la gueule. Parce que j'ai eu peur, quand je dis j'ai eu peur, je m'inquiétais de me dire à quel moment je vais tomber. Il y a forcément un moment où je vais me casser la gueule, où la pression, cette pression émotionnelle va être trop forte, où je vais tomber. Jusqu'à maintenant, ça tient. Je pense aussi que rester debout, m'être relevé et continuer, ça dépend en grande partie de ma détermination. Oui. C'est une décision finalement que tu prends et tu dis c'est soit je touche le fond et je me laisse mourir, ou soit je continue. Et je sais qu'on avait parlé longuement, je me rappellerai toujours de ce fameux message j'ai une histoire qui pourrait vous intéresser. Et je me suis dit mais qui est cet homme finalement? Et je t'avais demandé mais pourquoi relève-toi, pourquoi là maintenant tout de suite? Et on a eu vraiment des échanges riches et je me suis dit oui, cette histoire, au-delà du fait que c'est ton histoire et qu'elle touche, je me suis dit que ça allait pouvoir apporter des choses à mes auditeurs et surtout à des personnes qui traversent un deuil, qui ont perdu un enfant, qui ont perdu un membre de leur famille. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes-là? Alors, c'est compliqué de dire à quelqu'un qui vient de perdre un proche comment faire. Ouais. Je vais te citer un exemple. Ma meilleure amie Sophie a perdu sa fille. Sa fille s'est suicidée. J'ose te laisser imaginer le traumatisme, le choc que ça a généré, bien entendu, chez Sophie et chez son mari Christian. Depuis le décès de sa fille, Christian n'existe plus. Christian s'est recroquevillé sur lui-même. C'est un homme jovial, un mec formidable, un vrai ami, quelqu'un de, enfin moi personnellement, que j'aime beaucoup. Et Christian s'est recroquevillé. J'ai essayé 2 fois de parler avec lui, de dire voilà Christian, moi je suis là, si tu as besoin de moi, n'hésite pas. Non. Il est très compliqué de donner un avis ou un conseil à quelqu'un. Pourquoi? Parce que personne ne vit les choses de la même manière. Mais il n'empêche que si on ne fait rien, si on s'isole, c'est foutu. Et le premier niveau, on va dire, pour se relever, c'est d'accepter. Encore une fois, on ne peut pas accepter d'avoir perdu son enfant, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter le décès de son papa à 56 ans. Mon père est décédé à 56 ans, j'ai 56 ans cette année. Tu vois, psychologiquement, Paul est décédé à 21 ans, Emma à 21 ans cette année. Encore une fois, on doit accepter ces choses-là parce qu'elles se sont passées. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ce que l'on en fait, c'est se dire, ok, la personne, le fils, la fille, le papa, la maman, le cousin, qui on veut est parti. J'ai une amie à moi aussi, elle a perdu son frère. Je dis, mais qu'est-ce que t'en fais? Elle est arrivée en Afrique, chez elle, là, il y a 2 jours. Je lui ai dit, Stella, ton frère est là. Alors évidemment, physiquement, tu ne le verras pas à l'aéroport, comme d'habitude, importe peu. Eh bien, si c'est pas lui qui est là, c'est toi qui dois l'emmener avec toi. Que faire d'autre? Le seul conseil que je peux donner, c'est de faire quelque chose. Alors s'il y a quelqu'un qui se dit, moi, pour faire passer le truc, ben, je vais picoler ou je vais faire des conneries, ben, fais-le. C'est pas la bonne solution de mon point de vue, mais moi j'ai pas la science infuse. Il y a 3 ans, on m'aurait dit, alors voilà Jean-Pierre, ton fils est décédé, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, mais j'en sais foutre rien. On n'est pas équipé face à ça, on n'a aucun équipement. Mais il y a des choses, et je pense beaucoup à l'entourage proche, qui aident. Je vais te citer un exemple. Quelque temps après le décès de Paul, après l'enterrement, ma compagne, elle me fait lire un article de quelqu'un qui a perdu son meilleur pote. Et ce monsieur disait, regardez sur la tombe, sur la pierre tombale de votre défunt, il y a 3 items. L'année de naissance, un trait d'union, l'année du décès. Paul, 1999, trait d'union 2020. 1999, on n'a pas choisi. Et on n'a pas choisi, moi j'ai pas choisi de naître en 1967, c'était comme ça, ça aurait pu être en 68. L'année du décès, on ne choisit pas non plus. Hein. En tous les cas, pour Paul, on n'a vraiment pas choisi. La seule chose qu'on maîtrise dans notre vie, c'est quoi? C'est pas le début, c'est pas la fin, c'est le trait d'union. Alors le trait d'union, c'est la vie.
On ne va pas maîtriser la vrai. durée de notre vie. Mon père, 56 ans, Ouais. Paul, 21 ans. La seule chose qu'on peut maîtriser, c'est l'intensité de notre vie. Ça veut dire qu'il faut être capable, même face à une grande difficulté, un truc terrible, de se dire qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais pour moi? Et moi, les épreuves de ma vie m'ont fait prendre conscience d'une chose, c'est que la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi. Je suis le dénominateur commun à ma vie. Tu es le dénominateur commun à ta vie. Que tu sois avec ton compagnon aujourd'hui, un autre demain, ton travail, ton machin, ton truc, ton bidule, la seule personne qui sera toujours là, c'est nous. Moi, j'ai divorcé 2 fois. Aujourd'hui, je suis épanoui dans ma vie de couple. J'ai des enfants merveilleux, des amis formidables. Mais le lien commun à tout ça, c'est moi. Eh bien, les événements de la vie font prendre conscience que le plus important, c'est nous. Faisons en sorte, aussi positivement que possible, que tout ce qui se passe pour nous soit le meilleur possible, même quand on traverse un événement dramatique comme le décès d'un enfant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Mais j'emmène Paul partout avec moi. Tu vois, je rêve d'un truc cette année, certainement qui ne se passera pas. Je voudrais que le Milan AC soit champion d'Europe de foot. C'est idiot, mais voilà. Ouais. Tu vois, Guillaume, le meilleur ami de Paul, avec qui il a passé la dernière soirée de sa vie, est à San Francisco. Le club de foot américain préféré de Paul, c'était les San Francisco 49ers. Guillaume, je sais très bien que là-bas, il a Paul avec lui. Et ça, c'est ça qu'il faut faire. Quoi que je fasse aujourd'hui, mon fils est avec moi. Le 13 de chaque mois, je fais un truc qui me ramène à Paul, même si c'est bouffer un kebab ou boire un coca. Ou... Mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Sinon, effectivement, on va se languir, on va pleurer, on va couiner, et puis on va être encore plus malheureux. Et quand on est malheureux, on est tout recroquevillé sur soi-même, et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils barrent. Donc, le seul conseil que je peux donner, si tant est que je puisse en donner, c'est faites des choses pour que celui ou celle qui est parti soit toujours avec vous et que vous êtes capable de le faire vivre autrement. Voilà. Moi, j'ai récupéré la PlayStation de Paul et je joue au foot sur sa PlayStation. On a passé des dimanches incroyablement sublimes à jouer au foot tous les deux. Et j'ai créé un footeux, c'est Paul. Et je joue au foot avec Paul. Et à chaque fois que ce Paul marque un but, je tourne la tête vers une photo de mon fils, je lui fais un clin d'œil. Et quand il fait de la merde, c'est très rare parce qu'il est super fort, je l'engueule. Qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui, là, à cet instant précis, à ton fils? Que je l'aime. Lui dire merci pour les 21 ans que j'ai passé avec lui. Que c'était un mec génial. Voilà, lui dire qu'il me manque, bien entendu, mais qu'un jour je le retrouverai. Comment tu te sens aujourd'hui? Tu peux pas te sentir bien à 100%. Oui. C'est pas possible. Le manque est trop fort. L'absence est trop cruelle. La douleur est trop vive. La peine est trop intense. C'est tellement irrationnel. C'est tellement incroyable que tu peux pas te sentir bien. Non. Mais si je ramène mon quotidien uniquement à l'absence de Paul, alors je vais pas aller bien du tout. Mais voilà, là, mon Emma, elle est partie en week-end avec son petit copain, je suis super content pour elle. Mon Pierre, je l'ai eu au téléphone ce matin, et il part en Inde avec sa chérie, c'est formidable. Voilà, j'ai trouvé ma compagne cet après-midi, c'est génial. Je suis là avec toi, c'est formidable. Je fais un job qui est génial, j'ai des très très bons contacts avec mes clients, les gens dans le réseau, ça se passe très bien. Bon, bah, je pourrais aussi me dire, putain, mon travail c'est de la merde, ils me font tout chier. Non, non. Je le dis souvent quand on parle un peu de sujets importants, je le dis à beaucoup de monde, moi j'ai un coup d'avance sur tout le monde. Je sais que la vie peut s'arrêter comme ça. Ouais. Malheureusement, eh ben, le temps qui me reste, j'en sais rien, je ne le connais pas. Ben, je veux que ce soit le mieux possible, à la hauteur de mes moyens, de l'homme que je suis, entouré des gens qui m'aiment, le reste. Sincèrement, aujourd'hui, à 55 barreaux en plus, le reste, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment cette espèce de bien-être, d'avoir la vie la plus positive possible, de mon point de vue. Ceux qui ne sont pas d'accord, je m'en contrefous, ça ne m'intéresse pas.
Et ouais, être le plus heureux possible et que les gens qui sont autour de moi soient toujours heureux d'être avec moi, qu'on se raconte des conneries, qu'on boive des canons, qu'on déjeune ensemble, qu'on dîne, qu'on se cause. C'est ce que je peux te souhaiter pour la suite. Ouais, c'est ce que tu peux me souhaiter pour la suite, c'est ce que je me souhaite, c'est... Ouais, enfin, je sais pas comment ça se passe, hein, personne ne le sait, mais... Je voudrais bien me pointer un jour devant mon fils et qu'il me dise tu t'es bien démerdé. Dans ce que j'ai lu au départ, je crois que ma plus grande réussite, elle sera là. Voilà, le jour où je partirai, alors si je peux dire au revoir, et si mes enfants peuvent me dire au revoir, tu vois, on n'a pas pu dire au revoir à Paul, qu'ils me disent putain papa, c'était super. Merci. Le reste. Voilà que ma chérie, jusqu'au dernier jour, elle soit amoureuse de moi, qu'elle soit contente, elle me dit putain. T'es une tête de con, t'as mauvais caractère, mais t'es super. Merci. Que mes potes, toi, je pense à Alex, à Latibus et Christophe, c'est mon frère de cœur. Il me dit putain, c'était top. Super, merci du début à la fin, ça a été génial. Il y en a qui disent que je suis une tête de con, que j'en ai à foutre. Sincèrement, je m'en contrefous. Oui, non, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, et ce que je peux me souhaiter, ouais, c'est de continuer à garder cet état d'esprit, cette détermination, cette force qui me sert énormément aujourd'hui, qui m'aide à supporter ce fardeau qui est un poids colossal, et puis qui m'aide aussi à être bienveillant envers les gens qui comptent. Wow. Moi, en tout cas, ce que j'ai à dire, c'est que cette belle rencontre, je pense qu'on va tous les deux en tirer des fruits. Et, d'ailleurs, je suis très... je vois tes yeux, et je suis très émue également. Et je me dis qu'en fait, finalement, on est la somme des épreuves de nos vies. Parce que oui, on a plusieurs vies, j'ai l'impression. Mais on est aussi la somme des rencontres que nous faisons. Et on a fait... notre rencontre est une très très belle rencontre pour le coup. Et je pense qu'une belle amitié est née. Tu me diras. Non. Non. Une belle amitié est née. Et en fait, cette rencontre, elle a juste pris tout son sens par rapport à Relève-toi. Et je me dis, quelle chance j'ai de t'avoir aujourd'hui. Et je sais qu'on va s'apporter énormément. Et là aussi, c'est ce que tu en as fait. Oui. Encore une fois, qui on est, ça compte pas. Ça veut rien dire qui on est. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait. Il n'y a que ça qui compte. Moi, je ne suis rien, je suis personne, je ne suis pas quelqu'un de connu, je suis pas riche, je ne suis pas une célébrité, je ne suis pas un homme public. Je suis rien. Que dalle. La seule chose qui compte, c'est ce que je fais. Et dans la vie, face aux événements dont tu parles, à tout ce qui fait notre vie, nos vies, ce qui va faire la différence, c'est ce que l'on fait. Ce que l'on fait, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le subit? Moi, je ne veux pas subir. Il y a une phrase d'un film que j'aime beaucoup, dépêche-toi de vivre ou dépêche-toi de mourir. Oh. Tu veux que ce soit le mot qu'on doit retenir pour la fin Eh bien non, moi je vais terminer juste sur ma devise. L'avenir sera ce que tu en feras. Wow. J'espère que vous avez bien entendu la phrase. L'avenir sera ce que tu en feras. Ouais. Wow. Vraiment merci. Avec plaisir. Merci pour cet échange qu'on voulait vraiment authentique. Et merci pour ce que tu es. Merci. Tu vas me dire oui, mais non. Ouais, non, mais... Tu vois, je te dis moi. Merci pour ce que tu es. Et j'espère que toutes les personnes qui entendront cet épisode garderont à l'esprit qu'il faut en fait faire quelque chose, qu'il faut agir, qu'il ne faut pas se laisser mourir. Absolument. En tout cas, merci pour la belle petite lumière que tu es. Merci. Et à très vite. Merci beaucoup.